dans la revue Expert, vous avez publié une tribune où vous parliez d'une construction pierre après pierre. C'est la jurisprudence, en l'occurrence, notamment. Est-ce que vous pourriez retracer pour nous l'historique depuis les prémices jusqu'à aujourd'hui de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé et comment s'est construit ce devoir d'informer? Je commencerai par la citation d'un jeune confrère qui ensuite avait fondé, un jeune confrère parisien qui ensuite avait fondé l'ordre, ou refondé l'ordre des Dominicains en France, c'est Lacordaire. Il disait dans l'une de ses conférences de Notre-Dame, entre le fort et le faible, c'est la loi qui opprime, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui affranchit. Les juges ont parfois de ces intuitions qui sont tout à fait exceptionnelles. En fait, dans ce monde moderne qui est un monde de consumérisme, les juges de la Cour de cassation, mais les juges aussi de grande instance d'abord, puis d'appel, puisque la Cour de cassation ne fait que juger après les trois autres, ont imaginé qu'il y avait ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Et que ceux qui ne savaient pas étaient en fait soumis à une sorte d'orgueil de la connaissance de celui qui savait. Ainsi, si on s'adresse à un avocat, à un notaire, à un médecin, eh bien, forcément, il a la vérité et on ne peut que se soumettre à son opinion. La première brèche dans cette certitude sociale a été marquée par un premier arrêt de 1986 concernant un contrat d'assurance qui n'était pas adapté ou plutôt le renseignement donné dans le cadre d'une police groupe par la compagnie d'assurance pour un prêt ne répondait pas à la nécessité de l'emprunteur et à sa situation. Et pour la première fois, on dit la banque prêteuse n'a pas respecté son devoir d'information et d'alerte en quelque sorte, et donc elle est responsable du préjudice causé. Dans le domaine de la consommation du marchand ordinaire, la loi dans le Code de la consommation lui fait obligation d'informer son client de façon loyale sur les produits qu'il va vendre. Mais dans les derniers errements de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle va plus loin. Elle dit non seulement vous devez l'informer sur le produit et de façon loyale, mais en plus vous devez l'interroger pour savoir si le produit que vous allez lui vendre correspond effectivement à son besoin. Anecdote, si vous voulez, un marchand de carrelage vend un carrelage à un client pour de grandes surfaces, et en fait, ce carrelage qui devait entourer une piscine va se révéler gélif. Et la Cour de cassation dit au marchand de carrelage, mais vous êtes responsable du dommage créé par ce carreau gélif. Mais je ne savais pas, dit-il, que c'était pour une piscine. Eh bien, vous aviez l'obligation de vous informer à quel usage votre client allait destiner le carrelage qu'il achetait auprès de vous. On a donc progressivement, de 1995 à 2007, et on va arriver à 2007 assez rapidement, on a donc vu dans toutes les directions, notaires, avocats, médecins, toutes les professions réglementées ou non, cette obligation d'information et ce devoir de conseil multiplié, avec des acceptions un peu diverses selon les juridictions. D'abord, dans les termes choisis, on distinguait entre, comme le disait mon confrère Perico, le professionnel et le non-professionnel, puis entre le profane et le non-profane, et puis entre l'averti et le non-averti. À partir de deux arrêts très importants de 2007, les choses vont s'éclaircir, puisqu'on ne parle plus alors que d'averti ou de non-averti. Vous allez voir que la définition d'averti et non-averti n'est pas non plus toujours facile à comprendre. Anecdote encore, un notaire fait signer par une avocate un acte d'achat, un acte de vente.
elle est acquéreur. Dans l'acte de vente est annexé un document émanant des services de la préfecture ou de la mairie, indiquant que le terrain sur lequel elle se propose d'acheter a été pollué par des activités industrielles polluantes et qu'il nécessite une dépollution. Elle est avocate. L'acte lui a été envoyé avant l'audience, si j'ose dire, avant la signature, y compris l'annexe. Le notaire se réfugie derrière cette qualité en disant, enfin, elle dit qu'elle n'a pas su ce qu'il y avait dans l'acte annexé. Tout de même, ça n'est pas sérieux. Si, dit la Cour de cassation, le notaire devait s'assurer que sa cliente, même avocate, même professionnelle, avait bien pris conscience des conséquences de l'annexe à l'acte de vente qu'il lui faisait signer.